Bienvenue dans Muscle ta répartie, le podcast qui te donne envie de l'ouvrir. Je suis Michel Ruffo et pour ce premier épisode, j'ai le plaisir de recevoir Pascal Gauzès. Bonjour Pascal. Bonjour Michel. Pascal, tu es chef de projet auprès de la direction Solidarité Sida et avant tout un ami très cher. Aujourd'hui, j'ai voulu t'inviter car tu es un soutien de la première heure pour le bootcamp Muscle ta répartie et un habitué des battles répartis sur LinkedIn tous les vendredis. Tu es très habile pour jouer avec les mots et je suis sûre que tu seras une inspiration précieuse pour nos auditrices et nos auditeurs qui n'ont pas toujours les mots pour réagir face aux microagressions au travail. Alors aujourd'hui Pascal, j'aimerais que tu me racontes, si tu veux bien, quelle était la pire situation que tu as vécue au boulot. Écoute, j'y ai pas mal réfléchi. Il y en a une qui est venue immédiatement. C'était au tout début de ma carrière, quand c'est le moment le plus formateur. J'étais dans une grande entreprise française. Tout ne se passait pas hyper bien pour moi. Je le valais pas bien, visiblement. Et j'étais dans une réunion avec donc mes trois supérieurs hiérarchiques qui, sur le coup, étaient trois femmes. Et je pense que ça joue dans cette histoire. Et clairement, j'étais sur la sellette. Et dans cette réunion, à un moment, on me parle d'un partenariat avec une marque de lingerie féminine. Et je dis, je partirai faire une sortie route pour voir ce qu'il en est. Et là, ma chef directe me regarde et me dit, toi, dans un magasin de lingerie féminine, je suis pas sûr vraiment que tu sois vraiment intéressé et que tu comprennes quelque chose. Première vanne, voilà. Et deuxième vanne, après m'avoir flingué ma réunion en pétant l'ordre du jour et tout ça, et voyant que j'étais vraiment, enfin, au bord des larmes, hein, je vais être honnête, il y a la directrice marketing qui me regarde et qui me fait non mais en fait Pascal, on l'a fait exprès, on voulait voir comment tu réagissais quand tu étais dans un groupe entièrement entouré de femmes. Et ça m'a laissé sans voix. J'avoue, j'ai pas eu de réaction. Et je pense que c'est ça qui a fait, à terme, que je me suis dit qu'il y avait certaines choses qui ne devaient plus passer et qu'on ne pouvait pas se permettre de rester silencieux et que de micro-agressions comme ça, on pouvait passer dans la stigmatisation et aussi dans une forme de violence psychologique qui pouvait être extrêmement dure. Okay. Et donc tu dis que c'était le moment fondateur pour toi qui t'a donné envie de réagir et donc il y a eu des situations après où tu as réagi. En fait, moi, j'ai beaucoup travaillé sur moi. Je me suis rendu compte qu'il y avait trois moments fédérateurs dans ma vie. Il y avait celui-là. Un jour, c'était pas dans le cadre du travail, c'était plutôt dans le cadre de l'intime. Mais quelqu'un m'a dit, de toute façon, toi, dans la vie, t'auras qu'à hériter. Et quand j'étais beaucoup plus jeune au collège, un jour, petite fête en cours d'histoire géo, et à un moment, je prends une bouteille de soda pour servir quelqu'un. Et, euh, et ma prof me dit, mais Gozès, vous trouvez pas assez gros comme ça? Et là, tous les gens de la classe qui étaient autour de moi ont tendu leur verre pour dire, non, mais en fait, c'était pour nous servir. Et là, je me suis rendu compte qu'en fait, on pouvait pas toujours avoir la manière de réagir, bah, surtout à 13 ans, quoi, devant un prof, avec le respect de l'autorité, machin. Mais que effectivement, l'entourage, ça aide. Et c'est aussi aujourd'hui ce qui est important dans ma manière de voir les choses, c'est que il faut être capable de dissocier ce qui touche soi et ce qui touche les autres. Et que soi-même on est capable de se défendre, les autres sont sûrement aussi capables de le faire, mais pas forcément, et que donc il faut savoir être solidaire et intervenir quand il y en a besoin. Mais en fait, ces trois éléments-là sont hyper intéressants parce qu'il y a le physique, l'origine sociale et, en l'occurrence, la sexualité. Euh, le physique, c'est pas, enfin, moi ça m'a bouleversé pendant des années. Bref, mais ça renvoie souvent à des choses chez les gens. Ils peuvent avoir des problèmes de comportement alimentaire, ils peuvent avoir des gens dans leur famille qui ont des problèmes de poids et ainsi de suite. Donc ça touche à l'histoire personnelle. Quand on est sur l'origine sociale, ça peut être soit une
un petit esprit bien coincé avec des relents de racisme, de xénophobie ou autre, mais il peut y avoir aussi de la jalousie. En revanche, effectivement, moi pendant des années, ça m'a muselé parce que je me suis dit de toute façon, tu viens d'un milieu privilégié, donc tu ne sais pas ce que c'est que qu'être victime, tu ne sais pas ce que c'est qu'avoir des problèmes et ainsi de suite, parce que il y a ce gros stéréotype que de toute façon, quand on a de l'argent ou des facilités, rien ne nous atteint. Ce qui, d'une certaine manière, on n'a pas les mêmes problèmes et effectivement, je préfère être tombé du bon côté de la barrière, mais c'est pas pour autant que j'ai pas de mérite et pas pour autant que je n'ai pas rencontré des difficultés liées à cette extraction. Mais ça, c'est, enfin, là aussi, il faut réfléchir aux mécanismes qui peuvent provoquer ça chez l'autre personne. En revanche, pour ce qui est de l'histoire sur la sexualité, à l'époque, c'était pas un délit, mais il n'empêche qu'aujourd'hui, l'homophobie, ou les réflexions à caractère discriminant sur la sexualité et ainsi de suite, sont elles punies par la loi. Et Mm. ça ne peut pas passer. Voilà, c'est comme les violences sexistes, c'est des choses qui ne peuvent pas passer. Alors, ce qui fait que voilà, c'est ça qui a été un principe pour moi, c'est de me dire quel est est-ce que c'est pénalement enfin est-ce que c'est légalement C'est la loi. autorisé ou pas, Mm. ou est-ce que ça a un rapport avec la personne en face? Et en fonction de Mm. ça, la réaction, elle va agir. Et puis ensuite, il y a aussi toute la construction personnelle. C'est-à-dire qu'on est tous les 2 de la même génération et avec Muscle, tu réparti, tu m'as énormément ouvert les yeux. C'est-à-dire que, enfin, quand on avait 20-25 ans, dire, «Ah, comment il s'appelait Elvis Presley, pouet pouet», c'était un truc qui se faisait et c'était pas bien, mais c'était, on va dire, dans la norme. C'est comme dans les années Je la 60. connais pas, juste, je t'arrête parce que je la connais pas. C'est quoi? T'appuies sur les seins quand tu dis Elvis Presley? Voilà, c'est ça, Ah, je l'ai Presley. pas. J'avais Voilà, Camion, mais j'avais pas celle-là. Ah, voilà, donc Presley! Ok! Presley, tout à fait. Ah, bah, si, On peut je suis un peu plus lente que toi. Voilà, on peut presque se dire que c'est une notion de consentement, mais pas du tout, pas du tout. Ok, Voilà, d'accord. mais effectivement, dans les années 60, les parents fumaient, dans la voiture avec les enfants, Sans ceinture de avec les sécurité. fenêtres fermées, sans ceinture de sécurité. On C'est sait ça. c'était pas aujourd'hui, on sait c'est hyper Ça choquant. choquerait. À Hmm, l'époque, on pouvait se dire que peut-être c'était pas bien, mais on n'en avait pas la conscience et mhm, que les normes ont changé. Mais déjà à l'époque, c'était pas bien. C'est pas parce que ça se faisait que c'était bien, c'est que ça se faisait, mais parce qu'on n'était pas dans, d'une certaine manière, le droit chemin. Et voilà. Donc effectivement, avec Muscle tu réparti, moi, tu m'as permis de me rendre compte que, bah, il y avait certaines fois où en fait je pouvais, faire des sorties de route, sans me rendre compte parce que c'était un peu, ancré dans ma génération et ainsi de suite. Et en fait, hmm, tu m'as ouvert les yeux sur le fait qu'il était aussi important de comprendre l'environnement dans lequel on est. C'est-à-dire que là, dans ce podcast, on est quand même amis, mais on est professionnels. hmm, Et donc, je vais pas te faire les réflexions que on va dîner ensemble. On sait qu'il y a une hmm. sensibilité, il y a une confiance, il y a une connaissance de la psychologie de la personne globale, qui fait que tu sais que quand je vais sortir une blague quand on est ensemble, elle est d'une certaine manière dépourvue enfin, il y a un contexte justement et elle est dépourvue du truc. C'est pour l'ajout de verbal. En revanche, quand j'arrive devant quelqu'un que je connais pas et que je lui dis, je vais lui faire la même blague, elle ne me connaît pas, elle ne sait pas quelles sont mes valeurs, quelles sont ma philosophie de vie, quelle est mon histoire. Elle va se dire putain c'est un gros connard ou c'est un Oui. raciste ou whatever. Et effectivement, de la même manière, j'irai pas devant quelqu'un maintenant, lui faire la blague sans la connaître. Ah, tu connais Elvis Presley, pouet pouet. Ça n'a aucun sens. Tu me Voilà. rassures. Donc il faut, voilà. Mais il faut, en fait, l'importance, c'est toujours de se remettre dans un contexte, d'être capable de changer, enfin, de voir le contexte pro, du contexte professionnel ou du contexte juste civil, où on ne sait pas, Hmm. voilà.
c'est pas ce On qu'il ne en est. doit pas se comporter de la même manière. Et c'est vrai que c'est C'est pas ça. toujours simple, d'autant plus si on te connaît pas, de connaître tes intentions, de savoir si Mm. tu nous veux du bien ou du mal quand tu nous fais la blague d'Elvis Presley. Mais et je dois dire que voilà, grâce à toi, je me suis rendu compte que ce qui pouvait paraître normal, en fait, était une forme d'oppression. Le terme est un peu fort parfois, mais en tout cas de pénibilité récurrente. Et on sait que les pénibilités récurrentes, eh ben, ça fait mal. Et qu'en fait, il faut être capable de se dire que c'est pas parce que ça se faisait avant que c'est bien. Et que C'est c'est ça. normal, voilà. Mm. Et que c'est pas un problème de se dire, enfin, ce qu'on entend beaucoup, et même des gens de notre génération dire, oh là là, ces jeunes, ils sont trop sensibles. Non, en fait, maintenant, c'est important d'être capable de dire ça passe, ça passe pas. Et Mm. même dans le cadre amical, je pense que c'est aussi important de dire, ah, attention, là, Oui, de dire ça m'a dérangé. exactement. Et Mm. c'est Mm. ça fait partie de l'éducation qu'on peut recevoir de ses cercles proches, qui est même presque plus facile que l'éducation qu'on peut avoir via muscle ta répartie. Enfin, dans le principe de muscle ta répartie, c'est-à-dire que on en parlera sûrement après, mais je pense il faut être capable de se dire qu'il faut pas forcément balancer de la vanne ou le truc qui remet à sa place directement. Il faut vraiment, c'est un sport et c'est de l'entraînement et c'est pour ça que je pense que en plus je fais de la promo pour toi hein, Oui, je vois ça. l'idée du nom du bootcamp de dire muscler sa répartie c'est vraiment ça, c'est que vraiment on travaille et que on va ça permet de développer les bons réflexes, c'est pas juste avoir toujours la même phrase pour dire Oui, c'est haha ça. C'est pas machin, toujours et adapté. c'est être capable de prendre en compte l'environnement, de prendre en compte la manière dont la personne se comporte pour être capable de voir s'il y a des signaux de vigilance à avoir ou si en fait bon elle a perdu pour la cause et ça sert de toute façon à rien ou voilà, et donc en fait c'est tout un écosystème, c'est muscler sa répartie, il faut avoir une approche systémique de la chose. Mm. Tu as parlé des années 80, de fumer dans la voiture sans ceinture. Donc ça fait, je pense, vu qu'on a à peu près le même âge, 20 ans que tu travailles, à peu près. Et est-ce que tu as observé des améliorations ou tu as aussi pas mal changé de job comme moi? Est-ce que tu as vu des secteurs ou des changements depuis 20 ans? Alors, moi, j'ai une carrière qui est assez surprenante. Donc, j'ai beaucoup changé de milieu. J'ai travaillé donc dans les cosmétiques, j'ai travaillé dans le bâtiment, j'ai travaillé dans la culture, dans l'art. Maintenant, je travaille dans l'associatif. Euh, enfin, on est un peu dans des stéréotypes, mais malgré tout, il y a des évolutions très différentes. Ce qui s'est passé au début de ma carrière, aujourd'hui, ça n'arriverait plus là où j'ai commencé. Ils ont énormément évolué et pour avoir des amis là-bas qui travaillent en RH là-dessus, c'est très impressionnant. Après, quand j'étais dans le bâtiment, alors enfin, par exemple, l'image de la femme ou de l'homosexuel, c'était pittoresque. Hein. Donc, mais forcément, ça évolue. Il y a des secteurs qui évoluent plus vite que d'autres. Et après, je pense qu'il est aussi important de se dire que on peut pas attendre que ce soit le global qui change, sinon on rentre dans le fameux triangle d'inaction. Il faut se dire qu'on peut faire évoluer les gens de proche en proche. Et c'est-à-dire qu'il doit y avoir toujours réfléchir à est-ce que j'ai une capacité, la possibilité et l'opportunité de d'aider les gens à changer. Enfin, je vais pas m'envoyer des fleurs. Puis tu vois, je t'ai dit que tu m'avais beaucoup apporté. Je suis pas un parangon de vertu, mais je pense que j'ai une certaine flexibilité pour évoluer et surtout j'ai envie de ça. Parce que je suis un petit côté utopiste bisounours. Moi, j'aimerais que tous les soldats déposent leurs armes et créent une grande chaîne d'amour autour de la Terre, Trop bien. mais c'est pas forcément, mais c'est pas forcément réaliste. En tout cas, déjà dans ce qui est autour de nous, c'est important de faire de l'éducation. Et effectivement, moi, dans mon deuxième job, j'étais dans ce qu'on appelle les territoires. Presque. Et la vision de l'homosexualité dans les années 2000 était quand même, voilà, c'était compliqué et en fait, c'était
hyper agréable de m'apercevoir que justement en jouant sur certaines choses, certains stéréotypes, mais pas en tournant tout à la dérision, mais en utilisant l'humour, voilà, on arrivait à faire changer des gens d'avis et de leur faire comprendre que ce n'est pas parce qu'il y a une grosse image, voilà, une image d'Épinal, que c'est forcément, enfin, justement, en général, c'est pas réel. Et voilà. Donc, moi, je me souviens Est-ce que tu as dans des mon deux. exemples? Ouais. Bah, dans mon deuxième job, clairement, il y avait les gens de la logistique. Quand je suis arrivé, à partir du comment ça s'appelle du de mon premier job, je me suis dit que j'allais jamais faire de ma sexualité une un, une un, enfin un secret. Dans la mesure où en Hmm. fait moi j'ai pouvoir envie de dire que bah j'ai passé le week-end, je suis parti à la campagne et j'étais pas non avec ma femme, j'étais avec mon compagnon et voilà. Enfin, c'est une vie normale. Après, on rentre pas dans certains détails, mais voilà. Mais effectivement, les gens, enfin, dans mon deuxième job, quand je suis arrivé, les gens avaient vraiment très très peur que le bureau se transforme en backroom et que grosso modo, ils risquent de perdre leur virginité sans le vouloir, parce que forcément, Ok. voilà. Et, Quel homme. et voilà. Et voilà. Et comme effectivement, j'ai vraiment une tête de prédateur sexuel, ils ont quand même vraiment compris que il y avait assez peu de risques et surtout qu'en fait, c'était une idée préconçue qu'ils avaient et que c'était pas forcément le cas. Et quand j'ai quitté ce job, euh, ils m'ont tous, enfin, deux ou trois personnes m'ont remercié en me disant merci, en fait, tu nous as fait comprendre que il fallait, enfin, que la sexualité, c'était pas, enfin, c'était pas un déterminant. Effectivement, c'est constitutif, ça te permet d'avoir, enfin, tu as une vie qui est en fonction de ça. Effectivement, je pars en week-end avec un homme et pas avec une femme, mais que c'est pas pour autant que ça va changer mes qualités professionnelles. Hmm. Et voilà, tu es une personne bien, tu es une personne bien, homosexuel, homme, femme, blanc, noir, musulman, juif, catholique, athée, ou tu es une personne pas bien et pas professionnelle, mais c'est pas ces déterminants qui vont faire de toi une personne bien. Voilà. Et ça, Hmm. c'était important. Après, moi, enfin, je suis, je, je me rends compte là dans le milieu associatif il y a des comportements plus radicaux. Et effectivement, ça, au début, t'as genre, c'est compliqué quand même. Enfin, waouh, moi je suis sensible. C'est super. Donc j'arrive à comprendre et je me dis ça. Mais des gens qui sont pas sensibles vont juste se dire, ah bah c'est quoi ces bandes d'hystériques qui nous font chier. Mais en même temps, je me suis replongé dans l'histoire et j'ai réfléchi à comment justement l'image de l'homosexualité avait pu évoluer dans le temps. Et c'est justement par des choses radicales que sont la Gay Pride, où il y a des Hmm. images différentes de ce que est l'homosexualité au quotidien. La cage aux folles, pédale douce plus dans notre époque. Et en fait, effectivement, la radicalité, elle est nécessaire pour faire passer des messages. C'est-à-dire qu'il faut pousser le curseur très loin pour enfin trouver de la normalité. Parce que justement, on était avec un curseur très très loin du mauvais côté. Voilà. Hmm. Et t'as encore des situations liées à ta sexualité où on te fait des remarques ou fait comprendre des choses qui te mettent mal à l'aise? Ça, ça peut arriver, mais là encore, c'est une question de contexte. D'une part, moi, j'ai décidé que, enfin, j'ai pris le parti que enfin, c'est ce schéma d'un quarantenaire, c'est-à-dire que il faut que je m'endurcisse et tout ça. Donc, on met de côté un peu la sensibilité, même si maintenant j'arrive à trouver un équilibre. Mais enfin, je vais pas essayer d'aller rabattre le caquet de tout le monde. C'est-à-dire que effectivement, quand il y a des choses qui sont pas, quand ça me concerne, si je me prends une réflexion dans la tronche, je me dis bon, est-ce que ça bouscule vraiment ma vie? Est-ce que quelles sont les raisons pour lesquelles la personne a pu dire ça? Quand on me fait une réflexion sur mon poids ou quand on me fait une réflexion sur le fait mes origines, oh, bon. Et après sur l'homosexualité, moins, il y en a moins, mais parce que en fait, je le
enfin, moi aussi, quasiment, je l'affiche de manière à ce que, en fait, ça peut être quand on a quand on a un point de faiblesse, les gens vont être hyper contents d'attaquer dessus parce que on est dans une sorte de, même si on n'est plus des animaux, c'est encore la chaîne alimentaire à travers les humains et l'homosexualité, ça peut être vu comme une faiblesse et donc les gens vont se dire on va attaquer dessus parce que ça va être facile de le mettre en défaut. Moi j'arbore des pins, des choses comme ça qui fait que ben voilà, il y a plus de sujet parce que les gens se doutent que globalement, il y a peu de chances que ça m'atteigne. Oui, Voilà. parce que tu En l'affiches revanche, finalement. C'est voilà, pas quelque chose que tu essayes de cacher à tout c'est ça. prix et qu'on serait en train de révéler et du coup ça te ferait du mal. Tandis que là, tu as tes pins, Voilà. tu es fier et donc on t'attaque pas. Voilà, c'est ça. Et après, et c'est là où aussi muscle enfin l'idée de réfléchir à la répartie, c'est-à-dire que aujourd'hui, quand là, moi, j'ai pas mis de blason, je suis en chemise, donc effectivement, j'ai pas un drapeau gay ici. Ou, voilà, je vais me marier. Quand je dis que je vais me marier, on me dit elle s'appelle comment? Et je pourrais répondre, mais qui vous dit que c'est elle, c'est il et il t'embrasse. Non, en fait, la personne en face, peut-être. A pu a pu se poser la question, c'est-à-dire est-ce qu'il est homosexuel, est-ce qu'il est hétérosexuel, est-ce qu'il est autre, est-ce que ça va le blesser si j'induis qu'il est homosexuel, comme si le fait que ça puisse se voir ou se comprendre Mm. soit possible d'une part, mais puisse être mal vécu d'autre part en fonction de la personne. Oui. Bref, donc là, je vais pas sortir les griffes. Tu vas pas Euh, l'accabler, c'est-à-dire non, voilà, c'est ça. tu C'est que pars du j'ai principe qu'il a une bonne intention. c'est ça, c'était pas mauvais. Après, si quand je dis c'est il y a une grande réflexion sur pourquoi le mariage pour tous et pourquoi pas bientôt avec des animaux. Là, forcément, Mm. ça va être plus compliqué et on va commencer à aller dans les mots. Mais moi, enfin, tu l'as dit en introduction, je te remercie. J'ai une certaine répartie, j'ai de l'humour et je sais que les mots peuvent faire mal et je sais que je sais trouver les bons mots quand il le faut et c'est pas forcément utile d'utiliser la bombe nucléaire pour tuer un moustique. Voilà, il faut savoir trouver le bon niveau et c'est pour ça que le muscle terre réparti c'est très juste, c'est-à-dire que c'est pas la peine de prendre, enfin, de soulever des haltères de 110 kilos si le but est juste d'être capable de porter son bouquet quand on arrive à la mairie. Voilà. Tout est une question de jugement. Mais ça, je pense que je suis capable de te le dire aujourd'hui parce que effectivement, ça fait 20 ans que je travaille que j'ai vécu des choses, que j'ai travaillé sur moi, que je me suis éduqué auprès de gens. Mais j'avais toi, une autre amie dans un groupe qui, on lui avait donné un surnom qui aujourd'hui est ultra choquant, mais parce que c'était de l'humour et voilà. Et jusqu'au jour où elle nous a dit parce elle était eurasienne, on avait un surnom de merde. Et un jour elle nous a dit, en fait, ça me saoule et Mm. on dit genre, ah oui, mais en fait, enfin, on avait fait ça un jour pour déconner, ça a fait rire, on a gardé, et en fait, c'est un truc qui pèse en permanence. Effectivement, je pense Mm. que, on m'appellerait Tata une fois, j'aurais trouvé ça rigolo, et puis que, Mm. enfin, au bout de plusieurs années, je suis là, en fait, peut-être pas. Ou peut-être Mm. que ça me voilà mais effectivement c'est cette capacité à déterminer l'importance de, des mots et la gravité de la situation auquel on fait face, elle vient avec le recul, une certaine forme de maturité. N'est-ce pas? Bah oui, j'en attendais pas moins de toi. Et donc, comme tu l'as rappelé, tu as de l'humour et surtout tu aimes les jeux de mots. Tu as déjà fait des belles images déjà avec le moustique et la bombe. Alors moi, j'aime pas les moustiques, donc moi, une bombe me semble tout à fait adaptée. Pourtant, est-ce que t'as des... Il te revient en tête des moments où tu as dit une punchline, des jeux de mots, des choses en particulier qui ont cloué le bec à quelqu'un? Alors, ça va peut-être faire hyper prétentieux, mais comme je passe mon temps à faire des jeux de mots, et ça vient un peu tout seul.
c'est presque un toc, hein. Il y a des moments, en fait, les gens avec lesquels je travaille et même mes amis, tu es bien placé pour le savoir, trouvent que ça va un peu loin. Je pousse le bouchon un peu loin, Maurice. Mais en fait, pour moi, quand ça me concerne, ça sort tout seul. Et je peux pas te donner d'exemple. En revanche, je sais que quand c'est quelqu'un autour de moi, et particulièrement dans le cadre d'agressions à caractère sexiste, plus qu'homosexuel, parce que là, moi, je sors de mes gonds, et là, je peux être très dur avec les mots. Sur les choses sexistes, j'ai tendance à essayer de tourner ça, non pas avec de la dérision, mais une phrase qui dédramatise, enfin, une sorte de d'humour qui va dédramatiser la situation pour apaiser les choses. D'une part, pour que la personne qui a fait la réflexion euh, se sente mal sans être accablée, parce que peut-être elle ne sait pas, peut-être elle ne se rend pas compte, et que ça montre aussi que la personne qui a pu être agressée a été comprise, entendue et que on la soutient. Voilà, ça revient à ce fameux verre de coca quand j'étais au collège. C'est Hmm. essayer de trouver une manière pour ne pas enflammer les choses. Ça, c'est mon petit côté pacifiste aussi, hein. C'est-à-dire que Hmm. mais ça aussi, ça s'adapte. C'est-à-dire que si en face, on voit que la personne est perdue pour la cause, euh, c'est, l'idée, c'est de se dire qu'il faut avoir une démarche éducative. Il faut essayer de faire en sorte que les mentalités changent. Mais effectivement, quand il y a des gens qui clairement seront incapables de changer et sont dramatiques, ouais, là, ça vaut le coup de sortir l'artillerie lourde et de les remettre à leur place parce que c'est bien de donner l'exemple de temps en temps. Mais on peut pas le faire en permanence. C'est-à-dire que après, et- ou sinon, enfin, moi, j'ai rien contre l'activisme. Au contraire, je pense que ça fait bouger les choses. Je suis militant, mais on peut pas dire que je sois activiste. Donc, je trouve une manière pour rester, pas pour rester, justement pas comme observateur, mais être capable de faire des rappels à l'ordre. C'est-à-dire que moi, je viens d'une famille de juristes et surtout d'avocats. Il faut pas tout passer au procès, hein. Il y a des moments où en fait la négociation, c'est aussi une bonne manière de remettre les choses dans le droit chemin. Voilà. Donc sur les battles du vendredi, j'ai tendance à y aller, voilà, parce que là c'est un vrai moment de libre expression et d'ailleurs merci de permettre ça à plein de gens. Mais au quotidien, il faut savoir, enfin c'est bien de trouver un juste milieu et de pas être tout le temps dans le voilà. Mais Mais un juste milieu, quand tu parles de pédagogie, c'est est-ce que tu leur dis, en fait, attention à ce que tu viens de dire, c'est un agissement sexiste ou ça peut être quoi le type de choses que tu leur dis? ah ben souvent il y a alors là c'est carton rouge Ouais. où je cite des personnalités qui défraient la chronique actuellement en disant merci Gérard Depardieu sort de ce corps. Hmm. Voilà, en Hmm. fait c'est rappeler que non, ce qui vient d'être dit n'est pas neutre. Hmm. Mais pas tout de suite envoyer une grosse baigne dans la tête de la Ça personne. serait quoi une C'est-à-dire grosse que baigne pour le bisounours en toi? non, 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 mais c'est hyper dur. Et puis en fait, enfin, soyons sincères, hein, chez un homme, c'est tellement facile d'aller remettre, enfin, non pas l'église au centre du village, mais clairement le phallus au centre du problème. C'est-à-dire que Hmm. clairement, une réflexion, et derrière, il y a un problème soit de frustration sexuelle parce que, enfin, si c'est une personne qui n'est pas, enfin, qui a un mauvais fond, mais il y a la frustration sexuelle, il y a le complexe du vestiaire, il y a le fait de plus avoir d'érection. Enfin, c'est facile tu ramènes ça et voilà. Et en fait, c'est là où je trouve que c'est extrêmement dur. J'écoutais récemment France Inter sur la médecine bikini pour les femmes la médecine donc qui ne s'intéresse que aux parties liées à la reproduction, donc les seins pour l'allaitement et sur les parties génitales justement pour la reproduction et qui disait
qui expliquait qu'en fait cette médecine bikini avait énormément, enfin avait été influencée évidemment dictée par le patriarcat et fait qu'aujourd'hui il y a énormément de différences sur la gestion de la douleur des femmes, sur la gestion des maladies des femmes et l'exemple le plus criant étant celui de l'AVC où on parle toujours des problèmes pour l'AVC des hommes avec des Mm. symptômes très particuliers et que l'AVC des femmes a des symptômes différents et que globalement, quand une femme arrive et qu'elle dit ah ben j'ai mal au ventre, on lui dit bah, vous avez vos règles, super. Mm. Voilà. Et en fait que ça fait prendre beaucoup de retard à la médecine. Bref. Euh, Mm. et en fait, c'est étonnant qu'on ne soit, enfin, qui ait pas cette réflexivité sur le fait que, en fait, appuyer là où ça fait mal, à savoir les parties génitales, c'est quand même le truc le plus simple. Hein, c'est le truc le plus simple parce que soit on a Roger qui est hyper fier de lui parce que il en a dans le slip, mais qu'en fait c'est la seule chose qui le tienne, donc c'est un peu un colosse au pied d'argile, ou parce que justement quelqu'un attaque parce que il a des problèmes, enfin un petit roquet parce que justement, il va être, va y avoir un complexe phallique très fort qui traîne depuis Mm. toujours et qu'il a jamais réussi à résoudre et que ça serait bien en fait qu'il aille voir un psy plutôt que de faire une réflexion à Véronique sur le fait qu'en fait et qui transpire le fait il a probablement un désir vers la femme en général et qu'il est incapable de satisfaire. C'est souvent ça en fait Mm. et il y a derrière cette impunité parce que on est justement dans cette dynamique de se dire que il y a l'homme, il y a la femme, les homosexuels, voilà. Enfin toujours sous cette chaîne de se dire voilà qui est le plus qui est le plus faible et enfin qui est plus faible et qui je peux attaquer pour me sentir plus fort. Alors qu'en fait C'est ça. c'est tout l'inverse, c'est essayer de tous se tirer vers le haut pour être plus fort ensemble. Mm. C'est beau ce que tu dis. Je me demandais, je comprends que tu as une génération spontanée de répartie qui te vient toute seule, mais est-ce qu'il y a éventuellement des personnes qui t'inspirent et qui t'aident à affûter ta répartie? Alors, euh, je partage, enfin, elle a un positionnement actuellement difficile, mais j'aimais vraiment beaucoup Blanche Gardin et effectivement, ça, c'est une de ses, enfin, un de ses sketchs les plus, sketch, c'est moche à dire, mais de ses phrases les plus connues, c'est quand elle parle de sa première sodomie justement, et qu'elle explique ce qu'elle a dit au gars. Et elle lui, évidemment, j'ai pas dit ça, cette réflexion, elle m'est venue 2 heures plus tard, mais c'est ce que j'aurais Mm. voulu faire. Et voilà. Et en fait, c'est cette idée-là de se dire, l'idée de se dire en fait que l'idée, elle peut venir, elle peut pas, elle peut venir assez vite. Voilà. Et moi, j'avoue, j'écoute énormément d'humoristes femmes. Ok. Enfin, de T'en as femmes d'autres à humoristes. recommander? Ah mais oui, enfin moi enfin après elles se sont beaucoup arrêtées mais Blanche Gardin ouais, pas Blanche Gardin mais Marina Rollman Mm. également mais parce que justement ça permet d'avoir un œil un peu différent et que justement l'humour peut passer des messages très forts. Et donc, c'est pas pour essayer de se mettre dans la psychologie de l'autre, même si oui, l'empathie c'est important, mais d'avoir un autre point de vue et de sortir de ce male gaze du Jean-Marie Bigard, du Michel Leb, où voilà, on Mm. a là aussi les choses ont changé. Et donc c'est important de moi pour moi ça m'aide beaucoup d'avoir enfin d'avoir tous les points de vue justement pour d'une certaine manière avoir une vision vraiment 360 de ce qui peut être dit, comment ça peut être reçu et aussi interprété et voilà. Merci. Et est-ce que tu aurais quelques conseils pour nos auditrices et auditeurs pour terminer? Euh, que c'est important de refaire le match derrière. C'est-à-dire que Mhm. quand on après, c'est des techniques qui sont, enfin, qui sont utilisées dans plein d'autres circonstances. Mais avoir un journal de bord de comment s'est passée la journée avec, d'une part, est-ce que j'ai ressenti une agression, comment j'ai réagi, quel effet ça m'a fait, donc pendant combien de temps, et et revenir le soir en se disant comment j'aurais pu réagir
comment les gens autour de moi ont réagi, pour savoir justement où est-ce qu'il y a des alliés, Hmm. des gens qui sont des soutiens, ou voilà. Parce que être capable de se créer un environnement sain, c'est aussi une force et c'est une manière de se défendre. Et plus que se défendre, c'est justement une manière de créer un mouvement pour faire de la pédagogie. Euh, et, euh, et puis après, d'une certaine manière, c'est oser aussi, parce que, enfin, une fois que qu'il y a une réflexion, enfin une microagression qui a été faite, on a une belle fenêtre d'Overton qui est ouverte déjà, et donc on peut y aller. Il y a peu de chances pour que on sorte complètement des rails, mis à part à comparer immédiatement à Hitler et faire un point Godwin. Il y a quand même une fenêtre assez large pour essayer de tirer et se dire ça peut marcher, ça peut tomber à côté, c'est pas grave, mais au moins je me suis autorisé à réagir. Et ça, c'est hyper important parce que ne pas s'autoriser, c'est générer des frustrations et en fait, créer un cercle vicieux de la peur. C'est-à-dire que je me suis pas autorisé à réagir, ça m'a frustré, mais en même temps, si je réagis pas, si je réagis, j'ai peur de réagir, donc je vais continuer et ça augmente la chose. Et en fait, bah c'est on retrouve ça dans la nature, c'est dans les troupeaux. Quand il y a un animal qui est plus faible, et ben c'est celui-là qui va être attaqué. Un animal qui a peur, c'est celui-là Hmm. qui va être attaqué. Et en fait, c'est ça, c'est sortir de la peur parce que au final, quel que soit qui que nous soyons, on est tous les mêmes dans le groupe. Voilà, il y a pas de différence. Certes, enfin des différences existent, mais il n'y a pas de différence qui mettent en jeu la valeur de la personne par rapport au reste du groupe. Voilà. Hmm. Donc je retiens tes deux conseils. Un premier conseil qui est tenir un journal de bord. Et puis moi, ça m'arrange si vous le faites parce que j'ai toujours besoin d'avoir des cas pour les battles répartis et pour entraîner les personnes. Et le conseil d'oser, alors j'aurais pas dit mieux parce que je trouve que c'est tout l'objectif, c'est la raison pour laquelle je lance ce podcast avec toi en premier épisode aujourd'hui, d'inciter les gens à oser, parce qu'en fait, une fois qu'on ose, bah souvent, comme tu dis, la fenêtre est large, donc on se rend compte que ça marche, et plus on se rend compte que ça marche, plus on a de l'expérience, plus on ose, plus on est dans une position où effectivement on va pas être la brebis galeuse du troupeau, on va pas forcément être la personne qu'on a envie d'attaquer. Et juste là-dessus, voilà, à partir du jour où je me suis présentée en disant je suis spécialiste de la répartie, j'ai entendu dans la salle une personne dire celle-là, on va pas la faire chier. Donc c'est exactement ce qu'on veut Mais créer. ouais, mais c'est comme les sports de combat et particulièrement les sports de défense. Quand tu dis que t'es ceinture noire de karaté, on se dit on va pas l'emmerder. Mm. Et tu t'es pas mis à faire du karaté parce que tu voulais être capable de te défendre. C'est pour plein de raisons et surtout t'espères que t'auras jamais à t'en servir, autre que sur un dans un Contre Samy. match. Voilà. Ouais, je suis pas sûr si on dit ring, tatami pour le karaté. Je suis pas spécialiste. Mille excuses pour tous ceux qui font ces sports. Mais effectivement, le but, c'est d'oser et d'être capable de faire en sorte qu'il y ait plus besoin d'oser parce que ça soit plus une question et après, des gens Kevin, comme tu aimes les appeler, il y en aura toujours. Mais il y a aussi un moment où on peut se dire que bah, la bêtise, elle existera partout et elle existe et elle existera. Et se dire, est-ce que ça vaut vraiment le coup de perdre de l'énergie pour ça? Voilà. C'est, on peut pas faire monter tout le monde dans l'ascenseur. C'est ça, on laissera Jean-Kévin devant l'ascenseur. Merci Voilà. beaucoup, Pascal, pour ce moment. Merci à toi. Écoute, Et à très bientôt. et plein de succès pour ce podcast. Merci beaucoup. À Salut. bientôt.